Bon, ben restons dans cette dualité Carnet-Poilièvre ou cette opposition parce que vous avez fait l'analyse, Pierre-Yves, bonjour, Bonjour. des différences fiscales. À défaut d'avoir le cadre financier, il y a quand même des mesures fiscales qui ont été annoncées. Vous avez épluché ça. Dans les dernières semaines, et c'est intéressant de voir justement que en n'ayant pas de cadre fiscal, c'est comme si on faisait abstraction du coût de nos promesses. C'est comme si on était devant notre famille, on disait on s'en va en vacances, on va avoir une grosse maison, mais papa, maman vous dit pas comment ils vont gagner leur revenu. Alors, c'est un peu la même chose et ça me fait penser un peu au taux préférentiel des banques canadiennes. Quand le taux directeur baisse, il y a toujours une banque qui commence avant une autre, une institution financière qui décide de prendre la balle au bon et de transmettre au consommateur ou à l'emprunteur le nouveau taux préférentiel. Et donc ici, on attend peut-être de savoir quelle partie va se mouiller en premier parce que personne ne veut vraiment dévoiler son cadre financier. Mais regardons ça froidement. Au niveau des paradis fiscaux, Mark Carney dit j'ai une approche pragmatique des paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses légales et illégales, et il a le même discours que la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est-à-dire, si on met en place dans une compagnie privée des fonds de placement dans des sociétés ou des États à fiscalité avantageuse, si ultimement l'investisseur chez lui finit par s'imposer comme il faut au Canada, bien, ça fait plus d'impôts au Canada puisqu'on en paie moins à l'étranger. Ça se défend. La Caisse dépôt de placement du Québec avait le même discours en disant si quelqu'un a des placements dans des paradis fiscaux avec la Caisse, lorsqu'il encaissera son régime de retraite, il paiera de l'impôt et donc on en paiera ici. Oui, Donc, puis l'impôt du particulier est plus élevé que l'impôt des sociétés. oui, et s'il y a plus de gains à l'étranger qui revient au Québec, il y a plus d'impôts de particuliers. Ça, évidemment, c'est dans une situation où est-ce Oui, que le paradis fiscal sert à des fins institutionnelles. Ce qu'on veut pas au Canada, puis c'est un peu ce que M. Poilievre souligne, c'est d'avoir des investissements à l'étranger qui sont de façade pour des individus méga riches qui ont des structures complexes. Et là, maintenant, il faut se le dire, c'est au niveau de notre, notre intérêt à empêcher ce genre de manœuvre-là versus qu'est-ce que ça nous empêche d'avoir au Canada. Est-ce que le fait de devenir vraiment, vraiment, vraiment contraignant au niveau des paradis fiscaux, ça va nous empêcher d'avoir des revenus collectifs ou des investissements collectifs? On lance la question, je veux pas la réponse. Mais il y a ça aussi à mettre dans la balance, c'est-à-dire, est-ce que les entreprises vont être moins intéressées à avoir une base au Canada à ce niveau-là? C'est la question. Au niveau de l'impôt des particuliers, c'est vrai que c'est bizarre de voir des gens des premiers ministres en devenir qui nous disent qu'ils vont réduire l'impôt, ça nous dire comment ils vont le financer. Et surtout de dire que ça va financer l'impôt des gens les moins nantis. M. Carney propose une baisse de 1 de la tranche de revenus la plus faible et M. Poilievre 2,25. Donc, les conservateurs nous offrent une meilleure baisse d'impôt à tout le monde. Maintenant, le bémol est très important. Si vous gagnez moins de 57 375 ça c'est le premier palier d'impôt fédéral, sachez que lorsque vous allez cotiser à votre REER, ou à votre CELIAP, votre déduction va être moins grande aussi. Si vous avez moins d'impôts, vous avez moins de déductions. Alors que quelqu'un qui gagne, par exemple, 200 000, cette personne-là dépasse largement le premier palier d'impôt. Et donc, quand elle aura sa baisse d'impôt sur le premier palier et aura tout de même sa grosse déduction sur le palier supérieur. Donc, ça favorise plus les gens qui gagnent plus de 57 000, 58 000 que les autres. Alors, le message, c'est qu'on aide les gens de la classe moyenne, et la réalité, c'est qu'on aide les gens davantage qui ont des paliers plus élevés. On continue avec l'impôt des entreprises. Mark Carney, lui, il dit va falloir aider les entreprises à investir, hein, avoir plus d'investissements dans les minéraux critiques, les fameux minéraux qui vont aider à développer le Canada, sur lesquels on pourra avoir du développement supplémentaire. C'est intéressant de dire on va mettre en place des crédits d'impôt pour aider le développement des minéraux critiques et avoir une indépendance au niveau du Canada. Maintenant, évidemment, ça coûte quelque chose. Alors combien, on ne le sait pas encore. Et du côté de M. Poilievre, évidemment, c'est beaucoup plus un discours large du type les entreprises, si elles paient moins d'impôts, il y a plus d'investissements au Canada. Et donc, évidemment, c'est un discours qui respecte le principe qu'on a beaucoup de concurrence mondiale au niveau des impôts. Par exemple, à l'OCDE, on dit qu'il faut établir un impôt minimum de 15 partout à travers le monde Mhm, pour les mhm. entreprises Ça qui fait ont plus. longtemps que ça circule, cette idée-là. C'est là, mais on l'a signé cet accord-là, on est d'accord, mais il faut avoir un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros par pays. Donc, ça touche juste les énormes entreprises, pas les plus petites. Et maintenant, la fameuse promesse sur les maisons neuves. Est-ce qu'une maison à 1 million du côté de M. Carney et 1,3 million de M. Poilievre, enlever la TPS là-dessus, ça influence grandement le marché? Ça, c'est la question. Maisonneuve. Maisonneuve, M. Carney dit pour les premiers acheteurs en plus. M. Poilievre dit pour toutes les maisons neuves. Maintenant, ça va aider, disons plus, les constructeurs de maisons à avoir un jeu de 5 sur leur maison. C'est-à-dire que
quand ils vont présenter leur maison aux clients, aux acheteurs futurs, ils vont dire, ben, regarde, vous n'avez pas de TPS sur l'achat, donc on devient plus concurrentiel avec une maison usagée sur le marché. Et comme on manque de résidences au Canada, c'est peut-être pas l'enjeu de dire ajouter de la concurrence dans le marché. Pour les voitures fabriquées au Canada, je trouve ça intéressant de réduire de 5 la TPS sur les voitures canadiennes, donc ça pourrait encourager les gens. Maintenant, Stellantis dit on va suspendre la production au Canada justement parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on pourrait nourrir la demande canadienne au niveau des voitures? Et est-ce que les Canadiens veulent vraiment des voitures produites au Canada? Alors ça, c'est la question, parce que peut-être que les modèles qu'on nous offre, même si on nous offre 5 de rabais, on ne sera pas plus intéressé à les acheter. Et ça, c'est la grande réalité. Le consommateur regarde le modèle, le coût, le taux de financement, le prix suggéré du fabricant, la valeur résiduelle, mais va-t-il vraiment se dire « Oh, je ne paye pas de TPS » Et est-ce que les constructeurs vont nous refiler le 5 ou ils vont dire « On va augmenter nos prix puisqu'il n'y a pas de TPS » Ça, c'est la vraie question. Aussi, au niveau du fer, je sais que personne autour de la table est rendu là. Rappelez-nous, c'est quoi? Le fer, vite, c'est le vite, fonds là. enregistré de régime de retraite. Dans le fond, c'était un peu comme un REER, mais après 71 ans, on le transforme souvent en fer. OK? Et le point est que M. Carney dit, ben là, vu qu'on a des incertitudes avec les placements des Canadiens, on va leur permettre d'avoir un retrait obligatoire de leur fer, donc payer de l'impôt, sur une moins grande portion d'argent cette année. Donc, c'est une petite promesse que je passe de côté parce que, dans le fond, c'est tellement temporaire que c'est pour attirer le vote d'une personne retraitée qui a un fer, qui ne veut pas retirer le minimum et que là, il y aurait peut-être un petit impact sur sa décision, mais la majorité des gens n'ont pas de vision là-dessus. Et M. Poilievre dit on pourrait retarder les retraits obligatoires à 73 ans au lieu de 71 ans, donc après 71 ans. Maintenant, la question est, c'est cute de le déplacer de 2 ans, c'est sympathique, mais n'oublions pas que si on a une espérance de vie de 80-83 ans, plus on retarde les retraits, plus l'impact fiscal va être grand par la suite. Là. La stratégie dominante d'une retraite, c'est d'amortir les retraits fiscaux sur une longue période pour payer moins d'impôts. Donc, quand on retarde, oui, à court terme, on gagne le fait de laisser plus d'argent dans son fer, mais on va plus tard payer la note fiscale. Ce n'est qu'une question de temps. C'est de valeur de manquer de temps comme ça parce que je suis tellement excité avec tout ce qui se passe au niveau fiscal. Il y en a d'autres, là. Mais je me sens tout seul. Pourquoi? Parce que, tu sais, je regarde les technicalités hier, j'écoutais tout le monde en parle, puis je me dis, ils passent rapidement sur leurs promesses, pas de détails, pas de petites virgules, pas Bon, d'alinéas. mais Chantal l'a dit, c'était pas le contexte pour ça, là. Oui, mais j'attends des réponses de cadre financier. Alors voilà, la question est lancée, quand est-ce qu'on va avoir le cadre financier? Mais en ce qui concerne donc les mesures fiscales, là, finalement, il n'y a pas est-ce qu'il y a une sanction McSween? Ben, une sanction McSween qui est mieux que l'autre? Blanc, bonnet, blanc, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Parfait. Alors hier, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y en a un qui a un meilleur français que l'autre. Mais c'est pas mal tout ce que j'ai retenu de la journée d'hier. On se retrouve demain, Pierre-Yves. Merci.